10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Qui sont les plus grosses pépites de la planète? Car oui, les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très contents de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, dans la mine, il y a des diamants. Et pourtant, dans cette vidéo, on va pas parler de notre copain l'enfant béni Lamine Yamal. On va pas non plus parler de Gonzalo Garcia. On pourrait parler du Real Madrid vainqueur de Leganés hier. Et on va demain, un petit récap de la semaine où on inclura aussi du coup le match du Barça, la Copa del Rey en général, l'autre demi-finale de Carabao Cup. Très intéressant ce qui est en train de se passer. Match en retard Fio Inter, Milan Roma, tout ça. On se fera un petit récap de la semaine. Mais en attendant, juste un petit peu avant le week-end, j'avais envie de faire ce sujet depuis un moment. Je suis retourné du côté de mes copains du CUS, l'Observatoire du foot, cette institution de recherche basée à Neuchâtel. Je fais régulièrement des sujets sur leurs lettres, leurs rapports. Par exemple, vous vous souvenez peut-être, en tout début d'année, on avait fait un truc sur leur rapport mensuel de scouting. Attention à la next gen, où ils avaient fait un truc sur les U21 les plus prometteurs, etc. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, 15 janvier, mais ils avaient sorti cette lettre hebdomadaire. C'est les U23 les plus prêts à monter plus haut, à passer le prochain palier, la prochaine étape, le next step. La 487e lettre hebdo de l'Observatoire du football présente les joueurs de champ de moins de 23 ans n'évoluant pas encore dans le Big Five, les 5 championnats majeurs, et qui sont les plus prêts à franchir une nouvelle étape dans leur carrière. Donc c'est intéressant, on fait pas souvent des trucs en dehors du Big Five. Je dirais on a un gros focus Big Five sur la chaîne. Et déjà je dirais que la notion même de Big Five, elle est un petit peu discutable. Si on regarde par exemple les coefficients UEFA, moi je vois surtout, c'est pas pour être anti-français ou quoi, mais je vois surtout un Big Four et après plutôt un Other Four. La différence de points UEFA au coefficient entre l'Allemagne 4e et la France 5e, c'est genre 13 500. C'est quasiment autant que la différence entre la France 5e et la Belgique 8e, qui est genre 14 700, un truc comme ça. Après, il y a plein d'autres choses qui rentrent dans cette notion de Big Five, je pense. On n'est pas là pour refaire cette définition, mais simplement où vont les transferts, où vont les joueurs, à quoi elle ressemble la pyramide. Est-ce qu'il y a plus de joueurs que la Ligue 1 achète aux autres championnats plutôt que les joueurs qui quittent la Ligue 1 pour aller au Portugal, Belgique, Pays-Bas, etc. Bon, il y a pas mal de dimensions qu'on peut faire rentrer là-dedans, et ça se trouve, on est à l'aube d'un printemps français en plus qui va tout renverser, je l'espère. Mais si on se dit que oui, ça, effectivement, c'est le Big Five, et à quoi ressemblent les U23 qui sont les plus prêts à passer à cette prochaine étape? Plongeons un peu dans cette mine de métaux précieux, carpente, fouille, scrute. Tous les directeurs sportifs du continent, tous les scouts du continent vont hors Big Five pour trouver les perles de demain. Et je dirais que dans cette mine, les pépites ne manquent pas, ça c'est clair. Mais on trouve aussi certaines gemmes qui sont un petit peu plus grosses et surtout plus finies, plus polies que les autres. C'est tout l'idée de cette lettre, ceux qui sont le plus prêts à passer à la prochaine étape. Alors du coup, leur méthode au CUS, ça a été, comme on a dit, de regarder les joueurs de champ de moins de 23 ans, prendre en compte leur temps de jeu, donc ceux qui ont le plus de minutes significatives, ça c'est le deuxième truc, le niveau sportif des matchs disputés. Et troisième point, c'est leur performance dans 6 domaines de jeu avec les données Wyscout. Tout ça, ça permet de créer un index sur 100. Le joueur le noté à 87,5 par exemple. Et je dirais que la première chose, c'est que du coup, il y a des championnats qui ressortent beaucoup plus que les autres. C'est logique, parce que si le niveau sportif des matchs disputés, c'est la deuxième caractéristique, le deuxième critère, et ce niveau sportif, il est considéré comme beaucoup plus élevé au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique. Portugal et Pays-Bas, par exemple, ça fait 13 des 20 premiers joueurs du classement. Il y a beaucoup plus de joueurs de Belgique, Portugal, Pays-Bas, etc. que de deuxième division danoise, par exemple, où le joueur numéro 1 de deuxième division danoise, il monte que à 75,5, et déjà c'est pas mal. Mais voilà, 60 ligues ont été considérées. On sort parfois un peu de l'Europe avec un peu de Brésil, un peu d'Argentine. Mais voilà, ça m'intéressait de jeter un coup d'œil à cet énorme classement. Quels sont, il y a beaucoup de joueurs. Et quels sont les joueurs sur lesquels on peut discuter un petit peu. Et est-ce qu'ils seront demain dans un club du Big Five? Le mercato estival, c'est dans quelques mois à peine. Donc penchons-nous un peu là-dessus. Bon, déjà, le premier truc qui m'interpelle, c'est de voir tout en haut du classement avec 87,5, le premier joueur de cette liste, c'est de voir
Zeno de Bast. Il est arrivé au Sporting cet été. Il a été acheté 15 millions à Anderlecht. Et au début, ça se passait bien pour Zeno de Bast au Sporting, dans le Sporting d'Amorim. Certains se souviennent peut-être de son but là contre Lille en Champions, qui avait été assez phénoménal, qui avait fait un petit peu le tour de tous les résumés Ligue des Champions de la planète. Mais depuis le départ d'Amorim, Zeno de Bast, Sporting qui faisait un début de saison parfait, Amorim il a été remplacé par João Pereira, ensuite Rui Borges. Et depuis, ils ont enchaîné, ils ont fait 6 défaites, toutes compétitions confondues. Ils en ont pris 4 contre le Vitória Guimarães, un peu rescapé en Ligue des Champions contre Bologne. Ils vont jouer contre Dortmund maintenant. Et surtout, depuis l'arrivée de Rui Borges, ils ont totalement changé de système. Exit le 3-4-3. Ça correspond à peu près à cette période. Et du coup, exit de Bast aussi, qui soit est devenu milieu défensif plutôt que défenseur central, soit il est passé sur le banc. Par exemple, sur les 5 derniers matchs de championnat, une seule titularisation, ici contre UAV. Farense, il est rentré à 1 minute de la fin. Il joue plus trop. Et du coup, peut-être ça pourrait précipiter son départ en vrai, quelque part. Et il a accumulé pas mal de minutes sur des matchs importants, de Ligue des Champions, époque Amorim surtout. Peut-être du coup, ça pourrait précipiter son départ vers un autre club, peut-être un club Big Five. Mais je ne suis pas convaincu par Zeno de Bast tout en haut de ce classement. Je dirais qu'il a encore pas mal de choses à travailler. Son profil, est-ce que c'est vraiment défenseur central? Même ça, on n'en est pas convaincu. Récemment, donc, il est passé au milieu dans un 4-2-3-1. 1m91, mais il ne ressort pas énormément, par exemple, sur les duels aériens remportés. Ses chiffres défensifs ne sont pas fantastiques. Je pense que toutes les minutes de Ligue des Champions qu'il a joué avec le Sporting d'Amorim, pas mal de matchs avec la Belgique aussi, où il était quasiment titulaire sur tous les 4 des 6 matchs de Ligue des Nations, peut-être 5 même, sur l'époque Tedesco. Ça a peut-être contribué à le mettre très haut dans le classement, mais je dirais, je sais pas, ami belge, qu'est-ce que vous pensez, Zeno de Bast? Est-ce qu'il peut aller taper un transfert vers le Big Five bientôt? Pour moi, on commence un peu mal, entre guillemets, sur cette lettre du CUS. Ça va aller beaucoup mieux derrière. Mais si la méthodologie, elle met Zeno de Bast tout en haut, j'avoue, de prime abord comme ça, sans connaître toutes les ramifications de sa carrière récente, je ne suis pas forcément convaincu. Bon, le reste, c'est déjà plus fort. Si on descend juste ici, par exemple, à 85.1, 2 points d'indice en dessous de Zeno de Bast, on a un autre joueur du Sporting, un autre défenseur central sur le papier d'1m90 aussi. Et lui, il pourrait aller chercher un transfert Big Five. 21 ans pour Ousmane Diomandé, qui est un des meilleurs centraux du championnat portugais. Je pense Gonçalo Inácio, Antonio Silva, Thomas Araujo. Quelques autres, ils sont plutôt bien fournis au Portugal là-dedans, sur les plus prometteurs en tout cas. Mais l'autre jour, un très gros match d'Ousmane Diomandé contre Samu de Porto, dont on va rediscuter. C'était en demi-finale de Ligue Cup portugaise, si je ne dis pas de bêtises. En Côte d'Ivoire, il ne m'a pas trop convaincu. Je me souviens à la dernière CAN, même si ce penalty qui était provoqué par Osimhen peut-être, il était un peu discutable. Il avait joué quelques matchs au début, après il avait été sorti du 11. C'est peut-être une petite blessure, mais c'est vrai qu'il y a de la concurrence aussi en Côte d'Ivoire. Ndika Agbadou, là c'est la dernière charnière centrale. Il y a Singo aussi. Donc pas facile peut-être avec les éléphants pour Ousmane Diomandé, mais ça fait un petit moment qu'il est dans le circuit. Ça fait bientôt 2 ans, ça fait 2 ans qu'il est au Sporting, parce qu'il était arrivé depuis Midtjylland Mercato hivernal 2023. Avait été acheté 7,5 millions. Ouais, j'entends des bruits de couloir un petit peu tout le temps. Real Madrid, Bayern, à voir, ça me semble un peu trop haut quand même. Mais bon, on en parle comme un des défenseurs centraux prometteurs. Sporting pourrait faire un chèque dessus. Ils ont un petit peu de gars aussi en défense centrale. Donc peut-être qu'effectivement, il sera un de ceux qui prend l'envol bientôt. Alors, en parlant de prendre son envol, si on remonte un petit peu là où on était très haut dans le classement, juste après Zeno de Bast, il y en a un, le plus beau nom de toute la vidéo, et celui dont s'il perce son surnom à Ryan Flamingo sera tout trouvé. Ce sera pas le flamand rose, ce sera le flamand orange, le flamand oranier. Pour le défenseur central néerlandais du PSV Eindhoven, on voit qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux déjà, et je dirais pas mal de défenseurs centraux jeunes qui chopent des minutes importantes. Pareil dans le Big Five, la dernière fois qu'on a fait le podcast avec Stan des 24 U24, il y avait quelques défenseurs centraux qui ressortaient. Koubarsi par exemple, qu'on mettait assez haut. Mais Saliba qui est là depuis ses 21 ans, on l'avait pas mis dans le classement, mais des gars comme Colwill,
Yoro, Van de Ven, Luque Bas, Calvini, Branthwaite qui prend beaucoup de minutes, Pacho qui prend beaucoup de minutes, Hincapié, Zabarni, Dean Huijsen si on descend un petit peu. Ouais, il y a beaucoup de défenseurs centraux qui jouent beaucoup en étant jeunes. Et on pourrait imaginer que c'est pourtant un peu un poste de vétéran, un peu un poste de papa, où l'expérience est tellement importante, pas faire d'erreur avant tout. On sait que les jeunes ailiers, ça perce très vite, mais les défenseurs centraux, on s'imagine plutôt des tauliers avec 10 ans d'expérience. Peut-être le poste, il a changé. Plus de qualité en position nécessaire et juste le fait que les exigences techniques de ce poste ont changé, ça fait que la nouvelle génération qui vient d'être formée est un petit peu plus pertinente. Un petit peu comme quand il y a eu la révolution IT, finalement tu avais plus besoin de gamins de 20 ans qui avaient baigné là-dedans que de papis seniors qui étaient un petit peu perdus avec la tech, je sais pas. Je dirais ça c'est un truc, peut-être c'est un poste où il y a beaucoup de blessures aussi, juste plus de contact, plus de choc physique, donc des corps plus jeunes, moins usés. Peut-être que ça peut être assez utile. Et ouais, peut-être un poste où les clubs ont moins de profondeur. Les postes offensifs, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent permuter. Tu peux faire jouer souvent, je sais pas, un buteur, tu peux le mettre un peu sur l'aile. On peut avoir des numéros 10 qui sont de bons 9,5 ou pareil aussi des ailiers. Je dirais les 4 positions offensives, les 2 ailes, buteur, 10. Souvent, on voit pas mal de changements là-dessus, au moins des adaptations en match. Alors qu'un défenseur central, grosso modo, c'est un défenseur central, même si on en voit de plus en plus qui font un peu latéral avec les nouvelles adaptations tactiques. Mais même faire reculer un milieu et le faire passer de 6 à défenseur central, ça existe. Mais c'est pas aussi commun, je pense, que les permutations qu'on voit sur les postes offensifs. Du coup, ouais, je dirais que ça, un petit peu moins de profondeur, fait qu'on voit plus de jeunes qui émergent peut-être. En tout cas, ouais, tout ça pour dire, petit passage sur les défenseurs centraux, mais je dirais juste Ryan Flamingo. Il est arrivé cet été au PSV Eindhoven depuis Utrecht et il a quasiment tout joué, tous les matchs, dans la paire avec Boskagli. C'est vraiment devenu un central référent. Le 4-3-3 de Peter Bosz, il marche assez bien. L'autre jour, il a marqué contre l'Étoile Rouge avant d'être exclu. Mais c'est un joueur, Ryan Flamingo, qui a été par exemple l'autre jour capitaine contre l'Angleterre U21 et il joue pas mal avec les U21 des Pays-Bas. Il est post-formé à Sassuolo, qu'il a prêté au Vitesse Arnhem, option d'achat à Utrecht. Ils l'ont acheté. Maintenant, il est au PSV, donc je pense qu'il va rester un petit mois, parce qu'il vient d'arriver il y a 1 an à peine. Au moins une saison en plus pour Ryan Flamingo. Mais c'est vraiment un défenseur central dominant, avec d'excellentes stats en Champions. Et je pense que c'est un gars, ça va pas être difficile, tellement magnifique. Mais remember the name, Ryan Flamingo, c'est tout à fait probable. Donc, de Bast, Flamingo, le 3e sur cette liste, c'est un autre joueur du PSV Eindhoven. C'est Malik Tillman. Alors lui, il fait sa 2e saison au PSV, Malik Tillman. Et on en a beaucoup entendu parler. On l'avait mis dans notre équipe type de Champions de la phase de groupe avec Stan parce qu'il a brillé très très fort. En C1, c'était le 3e joueur le mieux noté par WhoScored. Rafinha, Vini, après Malik Tillman. Quand tu vois la suite, Wirtz, Saka, Yamal, Lookman, Rodrigo, Grimaldo, Guirassy. Ouais, Tillman était 3e. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est des algorithmes qui prennent en compte plein de stats différentes, etc. Mais ouais, il avait été très très costaud, à la fois son volume offensif et défensif. Il a un des plus beaux rapports de scouting FBref que j'ai vu, peut-être à part Michael au lycée peut-être. Mais sinon pour un milieu de terrain, bah, il fait juste absolument tout. Top 1% en but marqué, top 3% en dribble réussi, top 4% en passe progressive reçue, grosse présence offensive, mais il est aussi top 10% dans quasiment toutes les stats défensives, tacle, interception, balle contrée. Donc ce que fait Malik Tillman au PSV Eindhoven, ce qu'il a fait au très très haut niveau en Champions, nous montre que c'est un gars qui est sans doute prêt à passer le prochain step. Vous vous souvenez quand on faisait la draft des animaux avec Stan, lui tu peux le mettre de partout je pense, au milieu de terrain. Il peut être pieuvre, il peut être chameau, il peut être hibou, il peut être dragon de Komodo, il peut tout être. Et il a aussi une méchante frappe extérieure de surface, il marque même des coups francs. J'ai vu l'autre jour avec le PSV Eindhoven. Donc ouais, franchement, Tillman, c'est vraiment très très fort et il est formé au Bayern. Ils ont une clause de rachat, même s'ils l'ont vendu cet été 12 millions au PSV Eindhoven, ils ont une clause de rachat à 35 millions qui sera active, pas cet été, mais l'été d'après, 2026. En attendant, ils ont une autre clause, le Bayern, c'est une clause de matching rights. Donc si quelqu'un d'autre propose genre 50 millions,
ils peuvent mettre eux aussi 50 et être prioritaires sur le dossier. Ça, c'est avant 2026. Et après, ça passera à une clause de rachat stricte à 35. Donc, est-ce que l'avenir de Malik Tillman, c'est un retour au Bayern? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un très très bel avenir. Et je pense. Et il y a aussi les States, avec Pochettino, la Coupe du Monde 2026. Commence à avoir un bon petit réservoir, hein, les États-Unis. Malik Tillman là, Pulisic, Anthony Robinson, le latéral gauche passeur fou de Fulham cette saison en PL. Balogun, McKennie, Moussa, Dest, Cardoso, Pepi, l'autre jour qui a joué, Timothy Weah, Tyler Adams au milieu qui est incroyable avec Bournemouth, que j'adore. Donc ouais, il y a Brendan Aronson qui est en train de jouer beaucoup avec Leeds là, et qui est leader de Championship. C'est un bon petit réservoir les States. Et je pense que le profil de Malik Tillman, ouais, c'est très très première ligue, ou comme on a dit, un retour au Bayern, Bundesliga, avec l'intensité, à quel point il est complet pour un gars qui a 22 ans, 1m87. Il ressemble à un énorme prospect, Malik Tillman. Soudakov, le 4e de la liste, c'était un de mes joueurs à suivre de l'Euro. Il a fêté ses 22 ans en début de saison. C'est vraiment Georgi Soudakov, le joueur, le 10, sur le papier, parfait, technique, ambidextre, frappe extérieure de surface, tout pour plaire, mais il m'avait vachement déçu à l'Euro. Après, l'Ukraine dans l'ensemble avait été décevante, mais ouais, ça n'avait pas été bon Soudakov à l'Euro, et sa valeur marchande derrière, on voit qu'elle a légèrement chuté après cette compétition, qui devait être pour moi sa compétition, en plus l'Ukraine, je trouve, avait une bonne équipe. Après, il a repris assez fort cette saison en championnat ukrainien, c'est le MVP de cette ligue de très très loin, 32 millions, le deuxième de tout le championnat et à 18. C'est un pur produit du Shakhtar. Ils ont joué en Champions, ils ne sont pas qualifiés pour la suite de la compète, mais lui avait eu des petits moments de lumière contre IB. C'est que IB, par exemple, il y avait cette action, hop, petit ballon, il chope le 1-2 derrière et il va déclencher extérieur de surface, marqué. Il y avait eu la Panenka contre Brest aussi. Il avait fait du taf, Soudakov, sur cette phase de ligue. Et ouais, on verra ce qu'il fait, mais 3 ans maintenant passés en pro au total au Shakhtar pour un joueur qui est formé là-bas. J'ai une vraie curiosité, je pense que cet été ce sera le moment de s'envoler pour lui, et j'ai une vraie curiosité, parce que le joueur m'avait vraiment tapé dans l'œil, mais en même temps comme l'Euro était une déception, je modère un petit peu mon enthousiasme, je suis un peu refroidi, et je me dis que son parcours passera par une étape intermédiaire. J'ai vu que le Shakhtar vend beaucoup sur les dernières saisons à des clubs qui sont justement en dehors des 5 championnats majeurs. Cet été, ils ont vendu en MLS, ils ont vendu championnat turc, 2 joueurs à Trabzonspor, ils ont vendu au Danemark. Et l'été d'avant ça, par exemple, ils avaient vendu Troubin à Benfica, Tété à Galatasaray, Kevin Kelsey encore en MLS, Manor Solomon qui était parti à Tottenham libre, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de joueurs qui étaient partis libres. Ils envoient parfois des joueurs en première ligue directement, Manor Solomon, bien sûr, Modric qui était allé à Chelsea, l'été d'avant ça, Dodo à la Fio. Mais ouais, David Neres Benfica, Salzbourg. Généralement, en sortant du Shakhtar, il y a un petit passage par un autre championnat hors Big Five. Et ce serait peut-être le coup à faire pour Soudakov. Il y a peut-être une belle opportunité pour des clubs en dehors du Big Five avec Soudakov, qui a besoin encore d'être poli. Je l'imagine, par exemple, Malik Tillman, je l'imagine tout de suite dans un club top 15 européen. Comme on a dit, Première Ligue, Bayern, franchement, totalement. Autant Soudakov, non, je pense qu'il y a une étape intermédiaire à faire. Mais un coup à faire aussi sur ce mercato estival pour quelqu'un. Dans la mine, les diamants, on continue avec le 5e de ce classement, Alvaro Carreras de Benfica. Lui, il a vraiment explosé sur la scène cette saison, notamment il y a quelques semaines. C'est vraiment mis en lumière. Pour Alvaro Carreras, son parcours, c'est les centres de formation du Real Madrid, de Manchester United. Il a été prêté à Preston North End, Grenade, revenu à United, qu'il a vendu cet été à Benfica pour 6 millions. Il pourrait revenir à United avec des clauses et tout. J'ai pas réussi à trouver vraiment quelle est la nature de la clause, mais il y a des clauses. Le truc, c'est que United, ils viennent de prendre Dorgu. Donc ils ont déjà leur joueur type Nuno Mendes qu'Amorim voulait. Carreras, là, il fait les beaux jours de Benfica. L'autre jour, contre Yamal, il lui a fait vraiment mal là dans le 5-4. Je l'ai trouvé top, même dans la projection derrière. Les chiffres défensifs d'Alvaro Carreras, ils sont très bons. Top 1% en interception, top 13% en balle contrée, mais aussi il est top 6% en dribble réussi. Donc c'est intéressant, c'est sans avoir une pointe de vitesse phénoménale.
Alvaro Carreras. Bah, son 1m86 là, en tant que latéral gauche, il est assez intéressant. Je pense que quand Benfica le vendront, ils toucheront un bon petit chèque. Mais du coup, si c'est pas United, comme il vient d'arriver là, il y a 6 mois à peine, ouais, ce sera intéressant de voir. Mais il a tout de suite montré avec la Ligue des Champions, qui est tellement un bon révélateur, qu'il est prêt pour du très très haut niveau. Benfica, leur saison en Champions n'est pas du tout finie. Moi, je les ai mis légèrement favoris de leur affrontement contre Monaco en play-off. On verra. Mais un profil de latéral assez intéressant, je trouve, pour donc Alvaro Carreras. Du coup, ça, c'est le top 5 hors Big 5. Après, si on se fait un petit round rapid fire là, avec plein de petits noms, on peut citer les uns après les autres. On a parlé d'Ousmane Diomandé. Il y a par exemple Samu Ageowa, ex-Samu Omorodion. On avait déjà parlé légèrement la dernière fois. Par exemple, c'est la valeur la plus élevée, parce qu'ils font aussi une estimation du montant de transfert. Ils le mettent à 72 millions. Donc même si son indice n'est pas tout à fait top 5, 72 millions pour Samu, qui est en feu, 20 ans, 1m96, déjà 18 buts, toutes compétitions confondues cette saison, 13 et 5 en Europa League. Il est méga chaud, champion olympique avec l'Espagne, il éclate tout avec Porto. C'est sûr que c'est un gros nom à surveiller, et on l'avait mis au premier rang de la miniature de justement notre focus sur la next-gen la dernière fois. Il est encore très très jeune, donc gros joueur. Comme l'est aussi, si on reste à Porto, Martim Fernandes. Martim Fernandes, un vrai petit bijou. J'aime bien aller sur les supporters, les forums de supporters. C'est une machine. Il est déjà une certitude. La petite vanne, c'est pas tout à fait une star comme Fresneda, mais il n'est pas si mauvais non plus. Tout le monde rigole. C'est juste méga crack, Martim Fernandes. Et lui aussi, en tant que latéral droit qui dit s'inspirer de Dani Carvajal, qui est déjà un super offensif, mais aussi défensivement top. À 19 ans, il vient d'avoir 19 ans en plus, Martim Fernandes. C'est clairement un joueur à suivre. Et il a juste explosé cette saison. Je mettrais aussi dans cette catégorie-là Jorel Hato. Si on parle des latéraux hyper prometteurs, voilà, il y avait Martim Fernandes ici, Jorel Hato de l'Ajax, ici, né à Rotterdam, mais Ajaxide depuis un moment. Et lui c'est très fort aussi. Un vrai bijou Ajax, école Ajax. Il a fait toute la saison latéral gauche, mais il peut jouer aussi défense centrale. Ses chiffres de tacles et interceptions sont énormes. L'autre jour dans le Classiqueur, 7 tacles réussis, record du match sur 8 tentés, mais aussi dégagement, interception, gros volume. Et aussi pas mal de choses offensivement, 2 buts, 5 passes D déjà en Eredivisie. Il joue tout le temps. C'est un homme de base de Farioli à l'Ajax. Et on verra, parce qu'il peut faire beaucoup de choses. Il a que 18 ans. On en parle à Liverpool, au Real Madrid et tout. Il faudra attendre encore un petit peu sans doute pour ça. Mais je l'aurais mis peut-être... je pense que je l'aurais fait intégrer mon Big 5 personnellement. Là, mon top 5 de ce classement CUS. J'aurais triché, j'aurais mis quelques petits points en plus à Jorel Hato, qui est vraiment un top prospect et joueur à suivre. Il y a aussi dans cette liste Yohan Bakayoko. Lui, on connaît bien, c'était un de mes joueurs à suivre du dernier Euro. Je l'avais drafté dans mon équipe Champions quand on avait fait il y a genre 1 an et demi une équipe Ligue des Champions avec un budget à respecter et tout avec Stan. Il a légèrement ralenti. Quelques matchs où, avec le PSV Eindhoven, Perisic lui a été préféré, un peu plus complet, un peu plus de travail défensif. À voir, sa méga explosion à Yohan Bakayoko est peut-être un peu moins certaine qu'à l'époque, mais ça reste un top talent. Il aura 22 ans dans 2 mois. Donc on verra où il ira. Je pense qu'à un moment, il va falloir passer un pas, parce que il est au PSV Eindhoven, voilà, centre de formation. Ça fera sa 3e saison en pro. Et depuis son explosion, il a légèrement rebaissé. Donc il y a un moment où même le PSV voudra faire un bon billet dessus, j'imagine. Mais à suivre la progression de Yohan Bakayoko. Il y a aussi un joueur qui est très haut classé, qui est le joueur le plus jeune de tous et qui est en dehors même des championnats européens. C'est bien sûr Esteban, qui va signer à Chelsea cet été, qui a été acheté genre 35 millions, 34 millions par Chelsea, et qui va rejoindre les Blues cet été. On verra. Pour le coup, à 17 ans, les highlights sont très enthousiasmants, mais je ne suis pas le championnat portugais, donc dur de dire. Et je dirais, il m'a l'air aussi très fin,
pour un joueur qui va aller en Première Ligue. Il y a tellement de joueurs à Chelsea aussi. On verra. Peut-être un autre prêt, peut-être un crack qui explose immédiatement. Mais j'avoue, j'ai pas trop de billes encore sur Esteban. On suivra ses premiers pas en PL de très près. Il y a Brian Brobey dans ce classement. Bon, je vais dire déjà 23 ans. La liste du CUS, elle avait été faite avant qu'il fête ses 23 ans, là, en début de mois. Il avait floppé à Leipzig. Après, par contre, énorme saison d'Eredivisie la saison passée, où il avait fait genre 30 matchs, 18 buts et 10 passes D. Ouais, c'est ça, 18 plus 10. Monstrueux. L'année d'avant aussi, 13 buts avec l'Ajax. Mais il a vraiment mal démarré cette année, que 2 buts en 18 journées. Il a un peu perdu sa place. Donc c'est un peu décevant pour Brobey. Par contre, le profil, la force athlétique, une sorte de mini Lukaku avec les pattes hyper costauds. Ça pourrait être intéressant, mais peut-être un peu plus de continuité. Je sais pas. Déjà 23 ans. C'est pas le joueur le plus prometteur, je pense, de toute cette liste. Il y en a effectivement d'autres que je mettrais devant. Mais clairement à suivre. Il avait bien rebondi après son échec à Leipzig. Donc il peut peut-être le refaire à nouveau. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo, Mario Struikens d'Anderlecht, un des gros talents de Jupiler Pro League. Mauve depuis ses 8 ans, je crois, donc il est à Anderlecht depuis toujours. Gardez un œil sur lui, clairement, vraiment un offensif très sympa. Et il est un petit peu plus bas dans le classement. J'imagine la Belgique un peu moins bien cotée que Portugal et Pays-Bas. Pas de match de Ligue des Champions aussi. Mais ouais, gardons un œil sur Mario Struikens. Aussi sur Thomas Araujo, le Portugais, un des défenseurs centraux jeunes qui se mettent en évidence au Portugal. Il a eu sa première cape avec le Portugal cette année. Il peut jouer aussi défenseur droit, on l'a vu récemment. L'école Benfica, c'est vraiment quelque chose. Et ouais, il a totalement explosé cette saison. Donc lui aussi, j'en entendais parler au PSG sur le mercato hivernal. On verra, mais ça pourrait être un cas de genre 2 saisons à Benfica et hop, s'envole pour ailleurs. Et enfin, le dernier dont j'ai envie de parler, lui, c'est peut-être une petite déception. Sur les joueurs considérés comme les plus chers, il est assez haut ici. Wilfried Gnonto, 82 quand même d'indice. Et pourtant, il joue plus trop à Leeds. Ça n'avait pas trop mal démarré, mais là récemment, il a un petit peu perdu sa place dans ce Leeds leader de Championship. Faut dire, dans leur 4-2-3-1, là, ils réussissent à mettre Brendan Aronson, Dan James, c'est un peu Dan James qui a pris la place de Gnonto, Manor Solomon. C'est pas mal ça pour la Ligue 2. Donc ouais, il y a de la concurrence, mais Gnonto joue un petit peu moins. Donc je sais pas s'il est cet énorme prospect italien qu'on attendait il y a quelques années, mais on verra. Je mettrai un petit bonus. Déjà, Manfred Ugalde, j'ai vu, avec le Spartak Moscou qui est en train de tout éclater en Russie. Et je sais pas si c'est le prochain Paolo Wanchope, mais un attaquant costaricien, 18 sélections déjà, et qui est en train de tout éclater en Russie. Il y a un moment, la Russie, il faut en partir. Bien sûr, si tu veux jouer des compétitions européennes. Donc on verra ce qui se passe pour lui. Mais il était assez haut dans le classement. Et celui qui était le plus haut, dont on n'a pas encore parlé, il était... Où est-ce qu'il était? Ici, sur les indices. Il était à la 6ème place, juste derrière Alvaro Carreras. Et on a parlé de tout le top 10 pour l'instant, mais pas lui. C'est Wesley. Wesley França, mais qu'on appelle seulement Wesley. Défenseur droit de Flamengo. Il a autant joué sous Titch que après, quand Felipe Luis est arrivé. Felipe Luis, vous savez, un de mes entraîneurs à suivre. Ce Flamengo est très intéressant. Et ouais, jeune latéral droit du championnat brésilien, Wesley, qui a un des plus beaux radars statistiques que j'ai vu aussi, extrêmement complet. Donc je le mettrai aussi parmi mes jeunes pépites à suivre. Dans la mine, il y a pas mal de diamants. Les directeurs sportifs connaissent bien cette mine de talent. Et bon, nous, on a pu jeter un petit coup d'œil, comme j'ai dit, aux gemmes, aux roches, les pierres les plus grosses et les plus polies, les plus prêtes, peut-être. J'espère que ça vous a plu. Demain, comme j'ai promis, un petit récap de tous les gros matchs de cette semaine. Il y avait vraiment des choses hyper intéressantes cette semaine et j'ai hâte de voir notamment Liverpool-Tottenham ce soir. Est-ce qu'on va avoir une finale Tottenham-Newcastle de League Cup pour deux clubs qui ont vraiment envie d'aller regagner un titre? Le Barça aussi. J'imagine demain, ce sera aussi le tirage de la Coupe du Roi et on saura si on a 2 classicos supplémentaires. Parce que comme les demi-finales de Copa del Rey, c'est 2 match aller-retour. Est-ce qu'on a un Real Barça si le Barça se qualifie contre Valence? L'Atlético l'a fait, victoire 5-0 contre Getafe. Real Sociedad Osasuna, un autre derby basque qu'Osasuna a remporté récemment en Liga. Il y a un peu de Coupe de France aussi.
Dunkerque l'a fait, incroyable. Dunkerque l'a fait, ça c'était mardi. On parlait du Dunkerque de Luis Castro. Mais ouais, beaucoup de choses dont on va continuer de discuter. Et en plus, dans 1 heure, là, je tourne avec Stan. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous les potes et à demain. Bisous.